Bien, avant d'introduire les échanges de cet après-midi, déjà me présenter peut-être parce que tout le monde ne me connaît pas. Donc, comme l'a dit Madame juste à l'instant, donc je suis David Dereur, je suis le directeur du centre hospitalier Camille Claudel, qui est, comme vous le voyez, c'est marqué en dessous, c'est magique, l'établissement public de santé mentale de la Charente, dont j'assure la responsabilité depuis maintenant juin 2023, avant d'en avoir été le DRH pendant près de 3 ans. Je tenais à remercier le docteur Pourrin pour sa confiance pour l'animation de cet après-midi. Je suis très honoré d'être là parce que c'est une vieille histoire entre le CECA et moi. À l'époque où l'emploi jeune du service communication du centre hospitalier de Dax venait prendre ses conseils auprès des équipes du CECA lorsqu'il devait mettre en place la mesure de la satisfaction des patients. Et j'ai été bien content de trouver le CECA pour m'accompagner, et le directeur que je suis aujourd'hui ne peut que dire ô combien il est attaché à une structure indépendante de toute tutelle dans l'accompagnement de la démarche qualité et de la gestion des risques dans son établissement. Voilà, ceci étant dit, nous allons aborder donc cet après-midi la question des financements à la qualité. Alors c'est avec une grande attention que je vais écouter Mesdames Rioux et Rondin de la DGOS, et que j'invite d'ailleurs à me rejoindre puisqu'elles vont venir vous présenter un certain nombre de choses. C'est donc avec attention que le directeur d'un établissement public de santé mentale va écouter ce qui se dit, parce que la réforme de la tarification qui va nous concerner à partir de 2026 va aussi, pour les établissements publics de santé mentale, introduire une notion de financement à la qualité, donc ce qui est une particularité. Nous allons quitter notre dotation annuelle de financement très ancienne. Et même si, effectivement, pendant longtemps, on a pu regarder avec méfiance les démarches qualité en se disant attention, il ne faudra pas non plus à un moment donné qu'il y ait un impact sur le financement. C'était un petit peu ce qui est dit. Moi, je trouve qu'en tant que directeur, c'est intéressant aussi que les établissements se positionnent sur des attendus en termes de qualité, d'accompagnement et de prise en charge, tout simplement parce qu'ils ne sont que la traduction des souhaits des patients que nous accueillons, mais aussi de la qualité des soins que nous devons aux personnes que l'on accompagne au regard d'un certain nombre d'indicateurs. Et donc je pense que si je me réfère à la première partie de la présentation, vous allez donc nous expliquer comment nous avons pu répondre à nos IFAC 2023. Donc je vous laisse la parole, mesdames, et je vous remercie. Et puis après, on se retrouvera pour échanger et dialoguer autour des 4 points que vous nous présenterez. Merci. Alors, rebonjour à tous. Du coup, j'ai terminé mon premier propos de la matinée en évoquant les usages qu'on peut faire des outils et des indicateurs. Donc, merci encore une fois pour votre sollicitation, pour qu'on puisse aborder ensemble le sujet du financement à la qualité. C'est une présentation qu'on va faire à 2 voix avec Camille Rondin, donc chargée de mission financement à la qualité à la DGOS, donc notre spécialiste pour le coup. Donc là, on a jusqu'à 16h, je crois. Très bien. On a essayé de faire un diaporama qui n'est pas trop technique, mais peut-être en proposant aussi des petits temps de pause pour que vous puissiez poser vos questions. Donc je vais commencer par une introduction sur justement la mise en place progressive des modalités de financement à la qualité. Donc elles nous viennent plutôt d'inspiration étrangère, donc avec des choses mises en place dans d'autres pays, dans un temps également où on est 2012, à peu près en temps de croisière, on va dire, sur la mise en œuvre de la tarification à l'activité, qui questionne aussi en termes d'impact sur l'organisation et la qualité des soins. D'où l'idée justement de pouvoir essayer de tester, puisqu'on était bien sur une expérimentation au tout début, ce que pourrait être pour les établissements de santé MCO français un modèle de financement à la qualité. L'idée, c'est effectivement peut-être de contrecarrer l'idée, alors reçue ou pas, les études ne sont pas toujours d'accord, que la tarification à l'activité détériore la qualité, et puis surtout valoriser les démarches entreprises par les établissements. Donc c'est bizarre. Ouais, pardon. Parce que du coup, je vous parle de côté. Pardon.
Donc, je le disais, la première initiative, elle est co-construite avec la HAS, une équipe de recherche, la TIH, et donc dans le cadre de groupes de travail, on met peu à peu en place 2 vagues d'expérimentation auprès d'établissements volontaires. Entre 2012 et fin 2015. Historiquement, nous avons... Alors, il y a une petite frise, je crois, qui reprend... bon, on la mettra après. Ouais, pardon. Youp. Donc, progressivement, on généralise la démarche. Et 2019, vous vous souvenez peut-être, Ma Santé 2022 et la stratégie de transformation du système de santé portent parmi ces axes forts d'évolution du système, des réformes ambitieuses des établissements de santé, dont les établissements de psychiatrie également, avec justement peut-être une trame un petit peu commune sur justement diversifier les modes de financement, faire du financement un levier d'amélioration de la qualité. Donc ça, effectivement, c'est un peu... Donc ça, c'est un petit peu justement la genèse du dispositif. Donc ça fait quand même déjà 12 ans qu'on y travaille. Donc parmi les grandes étapes, une première phase dite expérimentale, une deuxième phase expérimentale. On généralise au MCO et à l'HAD en 2016. On étend au SSR en 2017. 2019, je disais, c'est une année où on modifie le dispositif en lui donnant aussi, et ça c'est important, une ampleur financière et une trajectoire beaucoup plus importante pour le coup. La mise en place sur le champ de la psychiatrie, elle est concomitante avec la réforme du financement et en œuvre à partir de 2012. Et donc vous voyez également sur la partie, il est juste là, la croissance aussi de l'enveloppe. On reviendra sur le fait qu'on reste à 700 millions pour le... depuis. Et évidemment, à noter, et cela a beaucoup bouleversé le dispositif, un impact notable de la crise sanitaire. Oui. Alors, effectivement, on va principalement parler d'IFAQ aujourd'hui parce que c'est le dispositif le plus ancien, le plus connu pour le coup. Mais ce que j'évoquais tout à l'heure sur justement le fait d'essayer de travailler à des modalités de financement alternatives englobant les enjeux de qualité, elle se passe également dans d'autres champs. On y reviendra un petit peu. Il y a des choses qui sont en place depuis 2021. C'est ça, merci Camille, je le disais que c'était l'experte, sur le financement à la qualité dans les services d'urgence. Là, on est vraiment sur la maille des établissements autorisés en structure d'urgence ou en SMUR, avec, mais on y reviendra un petit peu plus longuement, un modèle un petit peu différent et surtout des indicateurs qui, pour le coup, sont propres à l'activité des services d'urgence. Je résiste pas, mais il y a effectivement aussi un travail qu'on a pu conduire dans le cadre de la réforme des hôpitaux de proximité, pour le coup, qui s'accompagnait alors d'une part d'une reconnaissance du rôle de ces établissements sur leur territoire, d'un certain nombre de missions spécifiques, notamment pardon. Excusez-moi. Notamment dans le portage de projets coportés avec la médecine de ville. La réforme s'est également accompagnée d'une évolution du modèle de financement et on a souhaité également qu'il y ait des dispositions propres pour inciter à la qualité dans ces établissements. On y reviendra aussi un petit peu. Et là, si vous avez des questions, on pourra aussi peut-être l'évoquer. Peut-être qu'on a des porteurs de projets. Article 51. Donc, je rappelle, depuis maintenant 2019, il offre la possibilité à tout porteur de projet de tester des modalités d'organisation et de financement dites innovantes. Et beaucoup de projets incorporent donc une part qu'on appelle variable en fonction de l'atteinte de résultats. Oui, du coup, tu n'as qu'une main, donc c'est moi qui le... Oui, donc dans un premier temps, comme vous l'a précisé Edith, nous allons vous présenter donc, le dispositif IFAQ, l'incitation financière à l'amélioration de la qualité. Donc c'est un prolongement, comme l'a précisé à nouveau Edith, en 2019, d'un certain nombre d'évolutions qui ont été initiées. Donc une surface financière qui a été élargie pour faire du dispositif un réel levier d'amélioration de la prise en charge. Et puis on a aussi souhaité intégrer l'ensemble des établissements dans ce dispositif. Donc,
même si ça s'est fait de façon progressive, nous avons actuellement tous les champs du sanitaire qui sont donc inclus dans le dispositif IFAC. Nous avons donc développé et intégré des nouveaux indicateurs au fur et à mesure, et puis nous travaillons toujours sur ce développement pour pouvoir en proposer de nouveaux à l'avenir. Et enfin, nous faisons au maximum pour renforcer la pédagogie et donc vous aider à vous approprier ce modèle qui, parfois, on l'entend, peut être un petit peu compliqué. Bon, là, je pense qu'on peut passer. Donc en 2023, le dispositif n'a pas évolué par rapport à 2022. Nous avons souhaité donc un petit peu le stabiliser pour que les acteurs puissent se l'approprier. Il y a seulement eu quelques petites évolutions, dont les modalités de recueil des indicateurs IQSS qui sont donc maintenant en recueil biennal. Chaque année, nous avons donc des indicateurs qui sont différents, même si le panel reste toujours le même. Ils sont recueillis, on appelle ça en quinconce, et donc valorisés cette année. On a fait le choix avec les fédérations de valoriser des indicateurs qui sont recueillis la même année. L'année prochaine, ce sera donc des indicateurs en quinconce qui seront valorisés dans le modèle. On n'avait pas un schéma? Je disais ce matin, il y avait une question précisément sur le recueil en quinconce, pour le coup. Du coup, on peut peut-être y revenir. Attends, est-ce que c'est... Non, c'est pas celui-là. Voilà. Alors, je commence peut-être sur Sandrine a commencé à l'esquisser un petit peu ce matin. Il y a eu beaucoup de discussions sur justement les mailles adéquates de recueil d'indicateurs en général, mais notamment lorsqu'ils sont issus du dossier patient. Donc une recommandation assez forte de l'HAS, notamment pour ces indicateurs-là, de ne pas recueillir annuellement pour plusieurs raisons, et la première étant de se laisser du temps pour faire évoluer les pratiques, pour le coup, et de ne pas être concentré uniquement sur la phase de recueil. Forcément, ça a beaucoup impacté le modèle IFAC, avec plusieurs scénarios qui avaient été proposés. Choix a donc été fait, effectivement, de maintenir dans le dispositif donc des indicateurs, et notamment, c'est vraiment le gros panel, tous les 2 ans, et il y a un petit schéma qui vous montre aussi comment on procède, et des indicateurs mesurés et valorisés chaque année dans le dispositif. Ça pose aussi la question peut-être de la nature des indicateurs qu'on soumet à un financement à la qualité. Là où je prends l'exemple, alors je suis sûre qu'il y aura plein de questions sur le numérique, mais les indicateurs numériques où on attend des évolutions rapides, pour le coup, sans dire qu'on... Si je peux me permettre, excusez-moi, je suis juste... Voilà. Effectivement, quand vous parlez d'un exemple sur la pertinence des indicateurs, c'est juste pour nourrir l'échange. N'y voyez pas de provocation ou autre. Si on regarde celui qui est mentionné sur la psychiatrie, il y a la notion des hospitalisations de longue durée. Oui. Autant on peut effectivement travailler en interne sur l'alimentation du DMP, former nos assistantes médico-administratives, sensibiliser, etc. Mais on est quand même relativement dépendant d'un environnement extérieur pour arriver à obtenir la sortie des patients. Et donc peut-être justement nous expliquer comment vous tenez compte de ce paramètre-là, lorsque dans un environnement, malheureusement, on est obligé d'avoir des personnes qui sont hospitalisées au long cours, faute de solutions d'accompagnement adéquates, par exemple. Oui, tout à fait. Je finis sur le quinconce et puis on fait un petit focus sur notamment cet indicateur-là qui a fait l'objet de beaucoup de discussions en interne. Donc effectivement sur la méthode de valorisation des indicateurs, pour ceux vraiment qui relèvent des UQSS et donc que vous voyez là en vert, pour le coup. Attends, c'est ça? Oui, c'est ça. Il en manque. Bon, c'est pas le bon schéma. Je vais le faire à l'oral. Effectivement, on a du coup chaque année désormais moins d'indicateurs, clairement. Donc ça veut dire que sur votre IFAC 2023, on prend les indicateurs qui ont été recueillis sur la base des dossiers de 2022. Les autres ne sont pas valorisés. En revanche, là, vous êtes en cours de recueil d'autres indicateurs qui n'avaient pas été recueillis l'année dernière, et seuls ceux-là
vont être pris en compte dans le calcul d'IFAC 2024. Donc on va effectivement fonctionner de cette manière pour ces indicateurs, pour le coup. Il y a un champ des possibles aussi sur pouvoir reprendre des valeurs anciennes, mais en tout cas pour 23 et 24, on a fait le choix collectivement et avec une concertation assez resserrée sur le sujet de ne pas embrouiller non plus trop les établissements sur peut-être des indicateurs à recueillis trop de façon trop éloignée. Alors je reviens peut-être sur l'indicateur psy pour le coup. Si on prend le panel des indicateurs mobilisés depuis 2022, on a effectivement des indicateurs donc développés par la HAS, hein, et là encore peut-être pour essayer de nourrir un petit peu plus le dispositif sur ce sujet. Je le précise, mais la HAS ne développe pas des indicateurs pour IFAC, elle développe, voilà, Sandrine aime bien quand je dis ça, mais c'est comme ça que ça se passe. La HAS développe des indicateurs, et si c'est compatible avec un IFAC, on choisit de les intégrer. En revanche, on a souhaité aller un petit peu plus loin, en étant davantage peut-être sur des indicateurs de prise en charge. Donc il y a un groupe de travail qui s'est constitué, hein, avec les fédérations et des professionnels. Il y a eu beaucoup de discussions. L'approche qualité, vous l'avez dit en introduction, a pu également être parfois difficile, soyons clairs, hein, à porter. Et finalement, il y a deux indicateurs qui ont été travaillés. Donc celui-là, hein, qui mesure donc les hospitalisations dites de longue durée. Donc là, on va notamment regarder, on va construire une cible dite un peu personnalisée en fonction réellement, et ça répond à votre question, du type de patient pris en charge, hein, puisque une dépression et effectivement une schizophrénie, ça nécessite pas du tout le même temps d'hospitalisation pour le coup, tout en apportant aussi dans justement son calcul des variables dites d'ajustement, et typiquement l'environnement et l'offre de soins sont également des éléments déterminants sur ce sujet. Donc c'est vrai que sur 2022, première année de la réforme globale du réforme de la psy, il y avait un certain nombre de mécanismes un peu de sécurisation, hein, pour le coup, puisqu'on passe le passage d'une dotation globale pour les établissements publics et du paiement et du paiement à la journée pour le privé, nécessité effectivement qu'on puisse accompagner cette transformation. Et donc là, sur 2023, on commence à avoir des premiers financements dits à la qualité sur cet indicateur-là. Il est encore jeune, clairement. Il n'est pas consensuel, notamment dans sa méthodologie de construction, d'où l'intérêt aussi peut-être à ce stade de le maintenir, de l'observer, de l'analyser. Mais c'est vrai que, et on y reviendra certainement parmi peut-être les critiques qu'on peut apporter au dispositif, il y a notamment celui de l'appropriation des indicateurs et le fait que, alors, soit on va trop vite parfois, ce qui est vrai, soit on va pas assez vite parce qu'il faudrait que ça bouge parce que c'est pas bien. Donc c'est un peu pour résumer, c'est un petit peu l'équilibre qu'on doit réussir à trouver. Et toujours sur la psy, il y a un indicateur qui est toujours en construction pour le coup, qui lui va essayer de mesurer si, après une hospitalisation, le patient a bien pu obtenir une consultation, pour le coup, puisque ça fait partie des recommandations du parcours. Donc là encore se pose aussi beaucoup la question de l'accès à cette consultation, et donc les travaux sont toujours en cours. Sur les indicateurs recueillis 23, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, on peut poursuivre. J'ai un peu perdu le fil du coup, mais...
C'est à toi ? C'est à toi. J'en profite pour faire passer mes messages. Donc, on ne vous présentera pas cette année les indicateurs 24, mais comme vous pouvez le voir, il y a des indicateurs qui sont donc annuels et dont les indicateurs numériques. Puisque je suis là, je me permets de vous signaler que la campagne de recueil des informations pour les indicateurs numériques a démarré début juin. Et donc, on vous demande de bien vouloir saisir vos résultats sur la plateforme OSIS V3. Votre ARS ainsi que la fédération peut vous fournir toute la documentation sur les indicateurs numériques. Donc c'est l'alimentation du DMP et l'usage de la messagerie sécurisée. Et pour la plateforme OSIS V3, si jamais il y a quelques petits soucis d'utilisation, on a mis à disposition une vidéo tutoriel. Voilà, vous disposez jusqu'au 20 septembre pour déposer vos résultats sur la plateforme OSIS. C'est important parce que si vous ne saisissez pas vos résultats, ils ne seront pas valorisés dans le dispositif IFAC et donc c'est une perte financière pour vous. Alors peut-être peut-être avant qu'on parle des résultats 23, là où justement on a vu aussi que l'accompagnement sur le numérique, on l'espère porter ses fruits. Un petit rappel sur la mécanique de valorisation des indicateurs dans le modèle IFAC. Alors la première étape, c'est effectivement de constituer des groupes de comparaison. On les a pas tous mis, mais typiquement sur la psy, on en a 4 également pour le coup propre de mémoire. On est à peu près sur le même type aussi de critères qui sont le profil d'activité mesuré par la diversité du case mix et le poids économique. Donc chaque établissement fait partie d'un groupe pour le coup, donc soit en MCO, en dialyse, en HAD, en SSR. Parallèlement, donc un montant IFAC est déterminé au niveau national, donc depuis 2021. Je me perds dans les dates, 2022, pardon, il est à 700 millions. Au sein de chaque groupe, on va répartir cette enveloppe en fonction du poids économique des établissements, pour le coup. On va construire une forme un petit peu de score avec les indicateurs et c'est ce score-là qui va être une clé de répartition de l'enveloppe en fonction également du poids économique des établissements. Pour le coup, donc là pareil, si vous avez des questions et on précisera aussi il y a toute une documentation qui est produite aussi sur IFAC 23 pour aider peut-être à comprendre les résultats. Alors peut-être sur la campagne 23, ça a été présenté ce matin, donc on va pas trop s'attarder sur les peut-être juste un petit mot, oui, quand même. Peut-être juste un petit mot sur les indicateurs, notamment IQSS. Ce qu'on a pu constater, et on s'en réjouit, c'est que pour le coup, les résultats se sont plutôt améliorés. Pour le coup, on voit aussi, et c'est une vraie question qu'on peut porter à discussion, que certains indicateurs enregistrent des très bons résultats, ce qui, dans un modèle de financement qui compare les établissements, pose aussi question. Si tout le monde est bon, on répartit plus réellement l'enveloppe. Et le caractère plus ou moins discriminant des indicateurs et également peut-être parmi les critères à introduire et à réfléchir je parle de discriminant, mais c'est plutôt marge de progression même, une vraie question. Vous l'avez vu et ça a fait aussi l'objet d'une présentation ce matin notamment dans la manière dont on peut accompagner l'appropriation de l'indicateur, des marges sur la qualité de la lettre de liaison. De la même façon, je vais pas aller trop loin sur l'indicateur de mesure de l'expérience patient, parce qu'il y a une présentation très détaillée ce matin sur les indicateurs numériques, pour le coup. Je sais pas si tu veux, je peux les prendre. Donc, on a eu peut-être par rapport à
à 2022, une forte baisse des non-répondants. C'est ce que disait un petit peu Camille. En 2021, on ne pouvait pas calculer les résultats sur ces indicateurs-là, puisque tout simplement, on n'avait pas la réponse, pour le coup. Et il y a eu, et on a beaucoup échangé avec aussi vos représentants des fédérations, sur le fait qu'il y avait un vrai besoin d'accompagnement en communication. On le sait, il y a beaucoup de dispositifs dédiés au numérique et beaucoup de choses à saisir. Mais en tout cas, peut-être par rapport à l'année dernière, on a au moins déjà la mesure. Donc sur les deux indicateurs du numérique, notamment, on observe plutôt des résultats très satisfaisants, puisque 84% des établissements sont au-dessus de la cible qu'on avait ciblée, qu'on avait mis volontairement et après beaucoup de discussions à un niveau relativement faible, puisque beaucoup de nos partenaires nous signalaient également pas mal de difficultés dans la mise en place des outils numériques, dont l'alimentation du DMP. Usage d'un service de messagerie sécurisé. Donc là encore, plutôt des bons résultats cette année. Ce qui fait aussi que, du coup, se pose la question de est-ce toujours utile d'avoir des indicateurs assez cibles là dans le modèle, et c'est des discussions qu'on va avoir encore une fois. Alors peut-être sur la certification, les résultats qui vous sont ces résultats-là, ils sont issus de l'arrêt des compteurs au 31 octobre pour le coup. Donc c'est pas par exemple notamment sur les établissements non certifiés. Entre temps, il y a forcément eu des évolutions, mais ce qui a été pris en compte dans le calcul de la dotation 23, c'est bien les informations dont nous disposions à cette date, pour le coup. Et donc, on a cette année une part d'établissements certifiés selon la nouvelle procédure. Procédure de certification en hausse, puisqu'on a aussi forcément dans le modèle deux références qui cohabitent entre le référentiel 2020 et le référentiel 2014. Donc là encore, sur les... Oui, je vais... Alors, si on parle peut-être de l'impact financier de ces résultats, donc je le disais, on a une enveloppe de 700 millions, entièrement déléguée sur la base de ces résultats. Et peut-être, on fait un petit focus sur la région. L'indicateur qui nous aide en tout cas à mesurer en tout cas peut-être l'impact d'IFAC sur les établissements, c'est celui qu'on appelle contribution ou taux neutre. De façon plus claire, l'enveloppe IFAC, elle est issue des tarifs hospitaliers, donc des grandes masses, et dans la construction des campagnes tarifaires, on considère que chaque établissement contribue via les tarifs, qui donc sont minorés, à l'enveloppe IFAC. Et donc, ce qu'on va regarder là, c'est justement le rapport entre la façon dont les établissements ont contribué et le gain ou pas qui est généré suite au modèle. Donc, si on regarde pour votre région, on voit que sur le champ, notamment MCOS, SMR, on est un petit peu au-dessus des moyennes nationales, néanmoins sur le champ psy, voilà, il y a encore peut-être par rapport aux établissements, aux moyennes nationales, un petit décalage. Les dotations 23, elles sont déléguées donc dans le cadre de la 4e circulaire budgétaire, et on est dans les starting blocks avec la TIH pour pouvoir vous adresser des maquettes de restitution, puisque à ce stade vous n'avez que la dotation qui vous permettent, alors pareil, ce sera enrichi au fil des ans, mais d'avoir justement des points de comparaison entre les établissements qui sont comparables et vos résultats. Je ne sais pas si sur la campagne 23, ça appelle des questions.
Juste pour vous préciser que les maquettes de restitution individuelle par établissement sont bien en ligne sur le site de l'ATIH, donc sur le site e-transfert de l'ATIH. Et donc, comme vous le précisez, Edith, pour le moment, c'est des restitutions sous format PDF qui sont amenées à évoluer. On travaille avec l'ATI pour qu'à terme, ce soit restitué sur Scan Santé et que vous pouviez avoir un outil un petit peu plus interactif pour comprendre vos dotations. Peut-être pour susciter la discussion et appeler quelques questions, je vais me permettre d'en poser une. Vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité de révision des indicateurs, de l'apparition de nouveaux, peut-être du retrait de certains, comme vous le disiez, s'ils ne sont pas suffisamment discriminants, hein, c'est ce que vous disiez. Comment vous comptez éventuellement vous nourrir du retour d'expérience de terrain sur les difficultés de mise en place éventuellement pour nourrir justement la nature de ces indicateurs? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé dans les futurs modèles de construction d'indicateurs ou de choix des indicateurs? Oui, tout à fait. On va y revenir, mais on entend les critiques du dispositif qui sont de plusieurs natures. Hein. Je l'évoquais, peut-être parfois des règles données un petit peu tard, ou un modèle qui change beaucoup, ou on va trop vite, mais en même temps on nous dit que c'est pas bien, donc il faut aussi changer. Donc bon, voilà, peut-être en termes de visibilité et de compréhension, la mécanique, hein, je l'ai pas trop détaillée non plus, mais elle est aussi complexe, hein, pour le coup. Et donc il y a eu plusieurs contributions, hein, notamment externes, hein, sur ces sujets. Et plus récemment, et ça c'était une demande du ministère de la Santé, il y a eu notamment, dans le prolongement de premiers travaux sur la réforme de la T2A, une mission dédiée, pour le coup, conduite par Pierre Cordeau, donc un ancien DGARS, pour le coup, donc, qui a forcément été au fait des préoccupations des établissements sur ces sujets-là. Donc les conclusions ont été rendues assez récemment, restituées également. Pour le coup, je reconnais quelques participants. Et effectivement, c'était l'objectif. Hein. Ce travail-là, et on en dira quelques mots à la fin, elle nous invite réellement à modifier un certain nombre de choses, notamment dans la façon dont on sélectionne nos indicateurs par ailleurs, comment on les co-construit, comment on valorise le fait de mesurer, enfin tout un tas effectivement de recommandations sur le sujet. Après, j'y reviens pas, hein, il y a eu pas mal de discussions aujourd'hui sur les indicateurs. La difficulté peut-être qu'on a encore plus quand on traite du financement, c'est que justement on traite de financement. Là où le caractère robuste, il est essentiel pour le coup. On parle vraiment de ressources pour les établissements. En même temps, on a un certain nombre de canons à respecter aussi dans le modèle, à savoir la comparaison. Donc ce qui rend effectivement la sélection des indicateurs et les travaux dédiés assez difficile. Et je rebondis peut-être sur une des présentations qui a été faite ce matin sur justement peut-être des indicateurs à la MyService. Effectivement, c'est très intéressant, mais si on a 120 indicateurs au niveau national, là encore on s'y perd. Donc c'est des vraies discussions, clairement. Après, en tout cas dans les travaux qui ont été restitués, on a senti qu'il y avait rassemblait notamment les fédérations, les conférences et les représentations des usagers. On a plutôt ressenti une bonne dynamique et le souhait d'avancer sur ces sujets, mais il y a ces recommandations-là. Après, il y a la façon dont on arrive à instruire, à proposer des choses, et ça va être un deuxième temps des travaux, mais effectivement, c'est bien un sujet de préoccupation de notre côté, pour le coup. Et il y a aussi, bien sûr, j'évoquais le caractère plus ou moins discriminant. On est aussi sur des modèles qui ont un impact financier pour les établissements. Et ceux qui posent d'autres questions, est-ce qu'on rémunère la haute qualité ? Mais qu'est-ce qu'on fait des établissements qui sont plus en difficulté, pour le coup, et dont justement peut-être les difficultés en termes de performance mesurées par ces indicateurs-là relèvent aussi de facteurs plus globaux. Donc des vraies questions de fond sur la suite. Alors justement, je vais me permettre de rebondir sur ce que vous venez de dire, peut-être après. Il y avait une question, peut-être ? Non ? Oui ? Ah oui, il y avait une question, pardon. Petite question d'ordre général. Quand est-ce que vous pensez valoriser les établissements qui ont des critères ou des indicateurs facultatifs
Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sont facultatifs, ils ne sont pas valorisés. Et deuxième question plus technique, comment vous calculez les intervalles de confiance dans vos critères? Est-ce que c'est au nombre de dossiers ou est-ce que c'est la taille de l'établissement? Alors sur les indicateurs facultatifs, non. Enfin, en tout cas, ils sont facultatifs parce qu'ils sont testés, pour le coup. C'est bien ça. Non, Sandrine, tu me, tu me dis si je dis une 6. Hop. Vous parlez du statut facultatif. Oui. C'est quand nous, sur les indicateurs, à partir des seuils d'activité, on dit vous êtes en recueil obligatoire, vous êtes en facultatif. Les facultatifs ne sont pas pris dans l'IFAC, effectivement. Oui, et effectivement, ils ne sont pas pris dans l'IFAC parce que difficilement valorisables dans le modèle, pour le coup. Donc ça, en tout cas, on peut peut-être réouvrir la discussion, mais en tout cas, c'est un choix collectif qui a pas forcément été fait avec toujours un peu dans la philosophie qui a été la nôtre, le souhait d'être aussi sur des choses assez macro au niveau des établissements avec. Mais c'est une vraie question. Comment dire, la difficulté à pouvoir produire et valoriser dans des modèles qui sont déjà assez costauds des choses plus personnalisées. Mais ça, c'est une vraie question. Et sur la deuxième question, je ne sais pas vous répondre. C'est une question trop technique pour moi. Je suis désolée. Ah oui. Juste, je suis un peu comme Edith, je ne suis pas statisticienne, je ne peux pas vous donner le détail du calcul de l'intervalle de confiance, mais effectivement, on prend en compte le volume de l'activité de l'établissement à travers son poids économique. Et donc c'est comme ça qu'on répartit au départ déjà les enveloppes entre les champs, et puis ensuite votre score établissement, pour obtenir votre enveloppe, il est proratisé par rapport à votre volume économique. Donc, en gros, la Pitié-Salpêtrière ne pourra pas avoir la même enveloppe qu'une clinique de 50 lits, parce qu'on proratise par rapport à son poids économique. Je ne sais pas si j'ai totalement répondu à votre question. Mais... Merci pour la réponse, mais ça ne répond pas. Les intervalles de confiance. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, il y a une notice technique que je ne comprends pas, mais qui existe sur le dispositif. Je pense que, non, mais vraiment, je vais essayer de vous trouver la réponse avant la fin de la journée. Oui, il y a une question devant, et deux questions dans la salle. Oui, non, il y a une personne juste, voilà. Oui, c'est juste parce que dans une vie antérieure, j'ai été statisticienne, et donc un intervalle de confiance, il est calculé sur la taille de la population, donc sur la taille de l'échantillon. Donc en gros sur 50 ou 70 dossiers en fonction du tirage au sort effectué par l'HAS. On vous répond après, pas là. Merci. Bonjour, je voulais juste savoir, est-ce que tous les indicateurs ont le même poids dans le calcul du financement ? Alors globalement, ils ont tous le même poids, sauf les indicateurs numériques qui, à eux deux, ont un poids de 1, et les indicateurs ET et ISO, donc, qui sont les indicateurs événements thromboemboleptiques sur les PTH et les PTG, donc ils sont 4, et à eux 4, ils forment 1. Voilà. Mais c'est encore une fois une vraie question qu'on se pose aussi sur le poids des indicateurs dans le modèle pour le faire évoluer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces indicateurs? Peut-être, moi, me permettre une question. Vous parliez tout à l'heure des difficultés à caractériser, en fait, entre les établissements qui partent à un certain niveau, d'autres qui sont déjà à un niveau. Justement, dans cette notion d'IFAC, il y a aussi la progression qui est retenue, qui est, à mon sens, un levier managérial important vis-à-vis des équipes, de dire que, certes, on a une cible à viser, mais qu'on peut aussi, que la progression est valorisée et que ça peut être un travail qui peut être fait de manière pluriannuelle au sein d'un établissement. Et justement, est-ce qu'on peut avoir comment ce modèle a été construit et quelle part vous réservez en termes de valorisation justement à cette progression entre le niveau de départ et l'atteinte finale de l'objectif tel qu'il est posé?
Oui, vous avez raison, c'est une dimension importante et pour le coup qui a été mis en avant dès le début des travaux, puisque IFAC, c'est pour incitation à l'amélioration de la qualité. Alors là, encore une fois, beaucoup d'échanges aussi avec des établissements plutôt ou des acteurs, soyons plus flous encore, plutôt partisans d'une rémunération vraiment à la performance, là où, au contraire, pour certains, il y a un vrai enjeu déjà d'enclencher ces démarches-là, de les mesurer, d'essayer de les faire progresser. Donc, dans le modèle, jusqu'à l'année dernière, on avait effectivement un poids de l'atteinte des résultats qui était à 60%, quand la partie évolution représentait 40% de la rémunération sur l'indicateur. Encore une fois, évolution quand elle est possible et calculable. Et là encore, peut-être c'est une question vraiment importante parce que je mets à part peut-être d'autres indicateurs qui pourraient être plus binaires sur la stabilité. C'est que si on change tout le temps, et là si on se réengage dans une évolution d'indicateurs, on va perdre la capacité aussi à avoir 2 temps de mesure de l'évolution. Donc là encore, dans l'introduction et l'évolution du dispositif, c'est des choses qu'il est important dont il est important de tenir compte. Côté des GOS, on y tient beaucoup, pour le coup. Alors, est-ce à dire qu'actuellement, on peut observer que c'est un réel levier d'amélioration de la qualité? À ce stade, on ne sait pas le faire, puisque justement, le modèle a aussi beaucoup bougé, mais c'est forcément une dimension importante, pour le coup. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Enfin, bon. Sur le modèle 24, donc très rapidement, comme on vous l'a annoncé un petit peu tout à l'heure, notre souhait est de stabiliser le modèle encore une fois cette année en vue des gros changements qui s'annoncent probablement pour 2025, mais on vous en parlera un peu plus tard dans cette présentation. Donc nous stabilisons et les paramètres du modèle et les indicateurs qui sont présents dans le modèle, à savoir le recueil biennal. Donc ce ne sera pas les mêmes que l'année dernière, ce sera les mêmes qu'il y a 2 ans, mais même s'il y a 2 ans on n'avait pas commencé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Sur les points de stabilisation cette année, nous avions à acter avec les fédérations quelques petits points techniques. Donc le recueil biennal, est-ce que l'on valorise uniquement les indicateurs prélevés en année N ou on reprend ceux de l'année précédente? Donc je vous l'ai dit, ce sera uniquement ceux de cette année. Ensuite, nous avons le volume économique, le poids économique des établissements pour le champ SMR qui doit être revu parce qu'il y a donc une réforme de financement sur ce champ. Donc nous prendrons les tarifs par l'activité pour calculer le poids économique sur le champ SMR. Et enfin, nous avons acté avec les fédérations la modification de la cible pour l'indicateur DMP. Comme présenté tout à l'heure, donc les cibles étaient largement atteintes puisque elle était uniquement à 20%. Nous avons fait le choix de l'augmenter, de la passer à 50% pour l'aligner notamment sur celle du programme SUNES. Ah, le fameux schéma qu'on pensait ne pas avoir mis, donc le voilà. C'est le schéma qui représente donc le recueil des indicateurs biennaux. Vous pouvez voir dans les petites cases bleues les indicateurs prélevés en année 2023 et dans les cases rouges les indicateurs qui seront donc dans le modèle en 2024. Les cases vertes étant toujours chaque année valorisées dans le modèle. On a donc terminé pour le modèle IFAC. On reviendra en fin de présentation sur les évolutions qui sont prévues en 25. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
On vous propose donc de passer au modèle financier suivant, qui est donc la dotation complémentaire à la qualité, qui concerne les structures des urgences. Donc c'est un modèle qui a été annoncé en 2019 et donc vient concrétiser les mesures du pacte de refondation des urgences. Donc vous pouvez voir sur le schéma qui est ici le nouveau mode de financement des urgences, 50% facturation, 48% de dotation populationnelle et 2% dédiés à la qualité. Donc c'est le schéma, le modèle que nous allons vous présenter. Donc ce modèle concerne uniquement, comme vous le disiez Edith en introduction, les structures des urgences autorisées, les SU et les SMUR. Alors peut-être pour repréciser un petit peu le cadre de ce qu'on appelle nous la DCQ, pour dotation complémentaire à la qualité, donc introduite effectivement en même temps que la réforme du financement des urgences. Et donc le principe c'est effectivement de pouvoir construire une dotation complémentaire aux établissements dès lors qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Dans les textes, ces catégories d'indicateurs, ils sont rédigés volontairement de façon assez large, puisqu'on est à la fois sur la qualité liée à l'accueil, au suivi, à l'orientation, la qualité de prise en charge du patient, l'organisation des structures d'urgence et la qualité des prises en charge perçues par les patients. Donc on est sur peut-être une notion de qualité aussi un petit peu plus large que ce qu'on peut travailler dans d'autres cadres. Toutes les catégories présentées, elles ne sont pas encore pourvues, clairement notamment sur le dernier item. Ce que disait Camille effectivement en introduction, c'était le constat de départ d'avoir justement assez peu d'indicateurs mobilisables pour évaluer la qualité dans les services d'urgence. Et ça, c'est important de le préciser aussi, des représentants d'urgentistes qui étaient très favorables au projet global déjà de réforme du financement des urgences et notamment de pouvoir travailler un dispositif dédié à la qualité et donc choix collectif de démarrer dès 2021, même avec des choses très frustres et notamment, on y reviendra, on a commencé à travailler sur la qualité des données des relevés de passage aux urgences, pour le coup, dans l'espoir aussi que ça puisse à terme constituer une base solide qui nous permettrait d'aller sur des choses plus ambitieuses pour le coup. Donc 2021, on part sur des indicateurs de qualité de la donnée. En 2022, on reprend ces indicateurs auxquels on ajoute un indicateur relatif à l'organisation des SMUR. Donc là, encore une fois, il est un peu artisanal, mais il a le mérite d'exister. Et en 23, on y reviendra, on a pu introduire de nouveaux indicateurs qui, peut-être en termes d'ambition de la qualité, sont un petit peu plus ambitieux. Alors sur le mécanisme de ce modèle, il est un petit peu différent d'IFAC. Il est normalement un petit peu plus simple à comprendre. C'est une enveloppe qui représente 80 millions d'euros, donc on n'est pas tout à fait sur le même montant que l'IFAC. On le divise sur les deux champs, les SU et les SMUR, et puis ensuite on va aller diviser cette enveloppe par le nombre d'indicateurs présents dans le modèle, sachant que vous le verrez par la suite, les indicateurs pour le moment ont tous le même poids dans le modèle. Donc voilà, je pense que... En parallèle de ça, on va donc déterminer un gain théorique par établissement. Et puis ensuite, on va aller mesurer les indicateurs de chaque établissement. La grosse différence avec IFAC, c'est que ce sont tous des indicateurs dits automatisables. Donc il n'y a pas de nécessité d'intervention d'un personnel pour calculer cet indicateur. Ils sont vraiment tous sur la base des RPU ou de la SAE.
Donc ce modèle, il veut rémunérer le niveau atteint, la progression, et puis vous le verrez aussi par la suite, l'écart à la moyenne pour certains d'entre eux. Ça dépend des indicateurs. On a mis quelques modalités spécifiques pour les indicateurs un petit peu plus jeunes et plus difficiles à atteindre. Voilà. Donc les indicateurs du modèle, les voici. Il y en a 5 pour le moment, donc dans 2 catégories. Les indicateurs de qualité de la donnée, comme vous le disait Edith tout à l'heure. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre une bonne complétion des RPU pour derrière construire des indicateurs plus complexes et un petit peu plus liés à la prise en charge des patients. Donc vous pouvez le voir, on a cette catégorie aussi d'indicateurs, la qualité des prises en charge, mais nous en avons 3 qui composent cette catégorie. Donc dans les indicateurs de qualité de la donnée, il y a un indicateur d'exploitabilité du DP. Donc vous pouvez voir dans les 2 colonnes d'à côté le niveau minimum garanti pour la colonne NMG et le SHQ qui signifie seuil de haute qualité. Donc pour l'indicateur d'exploitabilité du DP, nous attendons que 95% des RPU aient un DP exploitable, un diagnostic principal. Et cet indicateur est valorisé sur la progression. Nous avons en parallèle de ça un autre indicateur qui est nouveau dans le modèle depuis 2023, l'indicateur de continuité calendaire du recueil des RPU, à savoir nous allons regarder si il y a des remontées RPU régulières. Et donc là, c'est le niveau minimum garantie n'est pas mis en place, mais on attend un seuil de haute qualité à 0, donc 0 jours de discontinuité dans la remontée des RPU. Et donc cet indicateur, il est mesuré et valorisé sur la progression et la moyenne. Au niveau des indicateurs de qualité des prises en charge, donc nous avons un indicateur sur le SMUR. Nous en avons qu'un pour le moment, mais on espère pouvoir alimenter la catégorie SMUR avec de nouveaux indicateurs bientôt. Pour le moment, donc c'est juste savoir si chaque SMUR a bien un ambulancier posté. Donc on attend 168 heures hebdomadaires d'ambulancier posté, et c'est basé sur la SAE pour le moment. Cet indicateur, il est valorisé uniquement sur la progression. Ensuite, nous avons donc 2 nouveaux indicateurs qui viennent d'entrer également dans le modèle. Donc 2 indicateurs qui sont ciblés sur la prise en charge des personnes âgées, au cœur de nos débats, notamment sur la prise en charge aux urgences. Donc nous avons mis en place un indicateur de durée de passage sur les personnes âgées. Donc les personnes âgées, c'est les 75 ans et plus. Donc là, on a, comme ce sont des indicateurs qui sont nouveaux, on a mis un seuil de rémunération qu'on appelle le niveau minimum garanti, ce qui signifie que lorsqu'on arrive à calculer les résultats pour cet indicateur, donc les RPU sont suffisamment complets pour qu'on puisse calculer l'indicateur. Dans ces cas-là, l'établissement est rémunéré à minima. Donc ça marche pour les 2 indicateurs personnes âgées. Donc le deuxième, c'est la part de l'UHCD dans les passages aux urgences des personnes âgées suivies d'hospitalisation. Voilà, et donc ça, c'est 2 indicateurs qui sont rémunérés sur la progression et sur l'écart à la moyenne. On va aller voir également si, comment vous vous situez par rapport à la moyenne nationale, et si vous êtes grosso modo meilleur, vous serez rémunéré. Juste en précision, comme les 2 indicateurs personnes âgées ne concernent pas les SU qui sont spécialisés en pédiatrie, les SU pédiatriques ne sont éligibles qu'aux 3 autres indicateurs du modèle. Il y a des titulaires d'autorisation d'activité d'urgence dans cette salle. Peut-être qu'ils ont des questions sur ces indicateurs et sur ces premiers éléments. Non ? Visiblement pas, alors tant pis, je vais me dévouer.
En plus, je connais rien aux urgences, ça tombe bien. Peut-être, on sait qu'il y a potentiellement une réforme des activités d'urgence en lien avec les décrets qui sont parus récemment sur ces activités-là, et notamment la mise en place des antennes. Sur la question qui peut se poser aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir de plus en plus d'interopérabilité entre les différents établissements assurant les missions d'urgence, notamment celles qui seront ouvertes en 24 heures sur 24 sur l'aspect soutien aux antennes. Est-ce que justement le modèle que vous proposez va tenir compte de ces organisations, notamment sur la valorisation par exemple des équipages de SMUR qui ne seront peut-être pas les mêmes ou ne seront peut-être pas forcément rattachés au même établissement, puisque les équipes ont vocation à se mutualiser dans ce cadre-là? Oui, alors peut-être sur l'absence de questions, ce qui a pu être en tout cas documenté justement par nos collègues de l'IGAS, c'est le fait que le dispositif est très peu connu. Encore une fois, il est jeune, donc c'est une petite ligne peut-être dans les éléments de dotation. Pour autant, visiblement, le principe est bien accueilli. Mais peut-être... Après, si je peux me faire un peu taquin, c'est qu'aujourd'hui, ce qui préoccupe beaucoup les urgentistes, que j'ai l'occasion de croiser dans nos réunions de groupement hospitalier de territoire, c'est les questions des modalités de calcul de la dotation populationnelle, que les questions des IFAC qui, quand on regarde sur le poids global du financement d'un service d'urgence, sont quand même beaucoup plus restreints. Oui. Après, c'est intéressant. Votre remarque est intéressante justement sur l'articulation entre dotation populationnelle et financement à la qualité, puisque c'est vrai que quand on a travaillé justement sur des indicateurs, notamment sur la durée de passage, on a beaucoup eu la remarque légitime. Hein, oui, mais on n'accueille pas le même type de patients. On est sur des territoires où il n'y a pas, la médecine de ville est en grande difficulté. Et c'est vrai que c'est plutôt ce volet dotation populationnelle qui est censé capter et soutenir les établissements sur ce sujet. Pour autant, que ce soit à la fois les représentants des urgentistes qu'on peut avoir en groupe de travail ou certaines ARS, elles sont très preneuses d'avoir ce type d'indicateur aussi, justement pour éclairer un petit peu la discussion avec les partenaires sur le sujet. Je reviens peut-être sur la question de comment on prend en compte aussi les mouvements en cours sur la réforme des urgences. C'est sûr que là, nos indicateurs, ils vont plus être crédibles, clairement, et c'est vrai qu'on les a conçus aussi comme une première mise de jeu, notamment sur l'exhaustivité calendaire et le fait de remonter ces RPU. Si on est fermé la nuit, on ne va pas remonter des RPU, c'est normal pour le coup. Donc ça, c'est une évolution qui est bien en cours pour le coup. Et de la même façon sur les SMUR, hein, donc à ce stade, on est sur un indicateur qui, en gros, mesure la conformité de l'application du texte. On souhaiterait être sur des éléments beaucoup plus peut-être moins réglementaires au respect de la réglementation, mais vraiment apprécié en termes de services rendus auprès de la population. Donc là encore, ils sont un petit peu transitoires, hein, ces indicateurs. Il y a tout de même un sujet, encore une fois, de pas trop bouger tout le temps parce que sinon on n'arrive pas à se les approprier, mais c'est bien, tout ça est bien en cours. Voilà pour en tout cas les indicateurs. On a quelques slides sur les résultats ensuite. Hop. Alors, du coup, sur la dotation qualité urgence 2023, du coup, on a pu sortir les résultats pour la région Nouvelle-Aquitaine, pour le coup. Donc, sur les deux premiers indicateurs, exploitabilité du DP et puis continuité calendaire, il y a environ 50% qui perçoivent le max de la rémunération. Donc, ça veut dire qu'ils atteignent le seuil de haute qualité. Et encore une fois, quand on atteint le seuil, on est à 100% et on ne regarde pas la progression puisque effectivement, on considère qu'on est déjà au max. On a 9 établissements qui, eux, justement, ne sont pas, sont au-dessus du seuil pour le premier indicateur, mais bénéficient justement d'un accompagnement au titre de la progression, et 7 qui ne perçoivent pas de rémunération. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons, hein. Soit effectivement ils sont loin du seuil, soit ils n'ont pas progressé, soit on n'a pas la donnée.
parce qu'il y a encore quelques cas où on n'a pas la donnée. Sur le second, des résultats qui sont relativement proches, pour le coup, avec peut-être un petit peu plus d'établissements qui, eux, sont valorisés parce qu'ils ont progressé. Sur l'indicateur SMUR, donc effectivement, qui est notamment le respect des conditions de fonctionnement, donc plutôt un bon indicateur pour la région. Et encore une fois, peut-être sur les 9 indicateurs qui n'y sont pas, on a ce vrai sujet aussi de remplissage de la donnée SAE. Donc là aussi, on a aussi besoin de faire peut-être plus de communication sur l'importance de renseigner cette donnée. Si le critère est rempli, ce serait dommage de louper la rémunération pour une méconnaissance peut-être de l'importance de renseigner cette donnée. Hop. Alors ensuite on a de façon avec des modalités de financement qu'on a souhaité être bien accompagner aussi ce mouvement vers une prise en compte des indicateurs de la durée de passage des personnes âgées. Là effectivement, on a les mêmes résultats au niveau national. Ce sont des indicateurs qui sont beaucoup plus discriminants, beaucoup plus difficiles à atteindre, et d'où peut-être encore une fois les mécanismes qui ont été mis en place, notamment sur le fait de pouvoir accompagner déjà financièrement les établissements pour qui, ne serait-ce que l'indicateur est calculable. Ce qui est déjà une première étape, en tout cas, à notre sens, dans la démarche. Donc on a, sur la durée durée de passage des personnes âgées, 9 établissements qui bénéficient d'une rémunération maximale. C'est beaucoup par rapport aux résultats nationaux, par région. 29, donc, soit pour qui on peut déjà valoriser soit effectivement le fait qu'ils sont assez proches de la moyenne ou qu'on est en mesure de calculer l'indicateur, et 26 établissements, donc là je compte pas bien, mais à peu près 40%. Là encore, c'est mieux que la moyenne nationale sur le sujet, où l'indicateur n'est pas calculable et donc l'établissement ne peut pas prétendre à un financement. Sur l'indicateur par de l'EHCD, donc qui est vraiment complémentaire au premier. L'idée est vraiment de se dire, on ne réduit pas sa durée de passage en envoyant un patient en EHCD pour le coup. C'était un petit peu ça la logique. On est sur des résultats pour votre région à peu près similaires, clairement, donc avec quand même plus de 50% qui perçoivent une rémunération, et effectivement des marges de progression, notamment dans la calculabilité de la donnée. On ne l'a pas précisé peut-être dans la description du modèle, mais c'est vrai que ces indicateurs-là, si on regarde un peu les dotations globalement, ils sont assez, ils sont assez importants, même s'ils ont le même poids, puisque, Camille l'a expliqué, on est vraiment sur un modèle un peu théorique où on a une cible par établissement. Quand on n'atteint pas la cible, pour le coup, donc on a une rémunération intermédiaire, et ce qui dans le gain théorique n'a pas été perçu par l'établissement est remis au pot commun, de façon aussi à rémunérer davantage ceux qui l'ont atteint. C'est-à-dire que quand effectivement on pense avoir 100, si les copains ont eu juste 50, on peut avoir 150, alors qu'on pouvait prétendre à 100. Et dans les résultats qu'on a pu analyser, on s'aperçoit effectivement que les établissements qui ont pu ne serait-ce qu'avoir les premiers financements à ce titre émargent beaucoup plus à la dotation que ceux qui peut-être avaient des très bons résultats sur les autres. Donc ça, c'est un effet du modèle qui est important, d'où encore une fois l'enjeu vraiment de sensibiliser ne serait-ce qu'à la qualité de la donnée. Je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport justement à ce retour sur la campagne. Oui, je vois qu'il y a des questions et des mains qui se lèvent. Il y en a une un peu plus haut et monsieur en bas. Moi, je voulais juste savoir qu'est-ce que vous entendiez par l'indicateur n'est pas calculable.
C'est-à-dire on peut revenir une seconde. Voilà. Ça me fait une parfaite transition, mais effectivement, il y a tout un tas de critères qu'on va repréciser. Peut-être qu'on prend l'autre question sur la DCQ et puis on réenchaîne sur. Oui, merci. Je vais être un petit peu abrupt, mais utiliser des critères, des indicateurs sur les personnes âgées, j'en comprends la logique. Personnes âgées qui restent aux urgences plus de 4 à 5 heures, on sait que c'est perte de chance, complications, enfin bref. Mais c'est quand même très dépendant de structures extérieures. Et on sait bien que le fonctionnement des EHPAD, par exemple, c'est une catastrophe. Enfin, le financement des EHPAD, les structures d'aide à domicile. Donc, on voit bien d'ailleurs que beaucoup ne rentrent pas dans le critère. Donc, à mon sens, l'indicateur est pas pertinent. Enfin, je suis peut-être un peu dur. Et puis, par contre, pour ceux qui arrivent, les 7 ou 8 qui rentrent le critère, en fait, ça dépend d'un autre système des urgences. Ça peut dépendre des équipes mobiles gériatriques qui vont permettre justement le retour à domicile. Et donc dans ce cas-là, c'est le fonctionnement de l'établissement et non pas le fonctionnement des urgences qui permet de rentrer dans le critère. Oui. Alors, on va revenir peut-être après sur effectivement comment on calcule, puisque en termes de critères d'éligibilité, c'est vraiment la donnée qui est censée être renseignée dans le RPU, qui à lui-même est un outil de veille sanitaire. Donc, c'est pour ça aussi qu'on s'était aussi permis de vraiment investir dans ce recueil existant. Après, sur justement peut-être le caractère personnalisé de l'indicateur, évidemment, c'est pas la même chose quand on est sur un territoire très bien loti en termes de professionnels libéraux, d'une patientèle qui pour le coup est en meilleure santé, où il n'y a pas de sujet de précarité, et on sait que les urgences sont un point de un point d'entrée dans le système qui peut être très différent en fonction des territoires. Je renvoie peut-être à mes propos précédents sur justement l'interaction, alors d'une part avec la dotation populationnelle du modèle, puisque effectivement ces enjeux-là d'absence de médecine de ville et autres, ils restent quand même au cœur de plutôt de l'objectif justement de cette dotation populationnelle. C'est comme ça qu'elle est répartie entre régions. On regarde au niveau national la part de personnes âgées, des indicateurs de précarité pour le coup. Donc effectivement, vu uniquement sous ce prisme dotation qualité, ça peut paraître un petit peu frustrant. De la même façon, sur le sujet des personnes âgées, si on s'intéresse vraiment à la mécanique globale du modèle, au niveau de la partie qui reste à l'activité, des forfaits qui ont été largement revalorisés aussi, notamment pour tenir compte des caractéristiques de la patientèle, puisqu'on sait qu'une personne âgée, pour plein de raisons, c'est plus long à prendre en charge, et ça nécessite aussi des dispositifs un petit peu spécifique. On va le voir après peut-être dans les dotations. Et là encore, j'insiste aussi vraiment sur la co-construction qu'on a pu avoir avec les représentants des professionnels sur le sujet. Donc les questions que vous posez, on a beaucoup revu notre copie sur la base de certains de leurs remarques, mais il y avait aussi vraiment cette volonté de pouvoir commencer à avoir des indicateurs qui sont presque de l'alerte sur la façon dont les patients vont être pris en charge, et vraiment le souhait de pouvoir sensibiliser, de commencer un chemin qui, nous l'espérons, sera fructueux, d'avoir davantage d'indicateurs sur la qualité des urgences. Et peut-être sur la question importante que vous souleviez aussi sur ça dépend aussi un petit peu des autres, et ça dépend aussi de qui on prend en charge et d'où peut-être le patient vient. Peut-être qu'on redétaille un petit peu les variables qui sont prises en compte pour le coup, sachant que voilà, dans le calcul, c'est vraiment une cible par établissement en fonction de son case mixte comparé à celui d'établissement comparable. On regarde vraiment beaucoup de choses. D'où le patient vient, quel âge il a, pourquoi il vient pour le coup. D'où voilà l'importance un petit peu d'avoir l'ensemble des données. Mais peut-être du coup, Camille, je te laisse détailler. Et puis si ça répond, je l'espère, à la question tout à l'heure, on enchaînera.
Oui, en effet, on vous a fait une slide dédiée pour effectivement vous donner les variables qui entrent en compte dans nos calculs et donc qui sont nécessaires. Et donc, on vous le précise ici, en dessous de 80% d'exploitabilité des RPU, nous ne pouvons calculer l'indicateur et donc effectivement, vous n'êtes pas éligible au financement sur celui-ci. Donc ce qu'on regarde dans les RPU, c'est l'âge du patient, la date et l'heure d'entrée, son diagnostic principal, évidemment, ça vous l'avez compris, son mode de sortie et son orientation. Sachez que les données par établissement sont également disponibles sur la plateforme e-transfert de la TIH et dedans on vous a mis le détail, lorsque c'est pas calculable, on vous a mis sur quelles variables nous n'avons pas réussi à obtenir suffisamment de données et donc ce qui explique souvent qu'au global vous soyez en dessous des 80%. Mais vous avez toutes les données à disposition en téléchargement sur la plateforme. Juste, je vais peut-être me permettre une réaction par rapport à ce que disait monsieur sur l'arrivée des personnes âgées aux urgences. Vous avez explicité un certain nombre d'éléments, je vais encore me faire l'esprit un peu taquin, d'autant plus que comme j'y connais rien, ça fait aussi le rôle du candide, mais je lis aussi ce qui se passe. Et je vois qu'on est de plus en plus incité dans les établissements hospitaliers à développer des filières d'accès direct, avec un objectif justement de réduction des passages aux urgences pour un certain nombre de choses. Donc j'entends ce que dit monsieur sur la part organisationnelle de chaque hôpital, mais un service d'urgence n'est jamais véritablement déconnecté du reste de l'établissement. On ne va pas se voiler la face. Il y a une volonté d'incitation à modifier les organisations sur la prise en charge des personnes âgées autour de cet indicateur qualité. Enfin, c'est une question. Oui, non, mais effectivement, c'est intéressant que vous posiez cette question-là, puisque le sujet financement, dotation qualité, évolution du système d'autorisation des urgences, antenne, il s'inscrit dans un projet global, dit le pacte de refondation des urgences, au sein duquel on avait effectivement une mesure qui était dédiée au développement des admissions directes, notamment des personnes âgées. Effectivement, plusieurs enjeux. Avant tout, pour éviter les pertes de chance, évitons un passage qui peut être parfois traumatisant à plein d'égards pour une personne âgée, si elle peut d'ores et déjà entrer dans un service de médecine ou autre. Et effectivement, recentrons la médecine d'urgence sur son premier métier, qui est de traiter des urgences et donc un dispositif également, au début financier pour le coup, et envisagé au départ financier pour créer justement une incitation au développement des admissions directes. Alors on avait pas mal contribué aussi sur le sujet au sein de mon équipe de l'époque, et une question qu'on s'est assez vite posée aussi, c'était mais oui, mais les admissions directes, ça dépend de plein de monde, ça dépend de la ville, ça dépend de l'EHPAD, ça dépend de l'établissement, ça dépend du réseau, et donc dans la façon dont ça a été travaillé, pour le coup, il y a eu davantage, en tout cas dans les délégations successives de financement, plutôt l'idée de valoriser des parcours de soins favorisant les admissions directes. Entre-temps, il y a tout de même eu un travail, deux types de travaux, pour le coup. Le premier consistait justement à essayer de construire une variable dans le PMSI sur l'admission directe ou pas. Là encore, je ne comprends pas la question à l'échange de ce matin, mais on a parfois vraiment besoin de données pour voir ce qui se passe au niveau national. Donc ça, c'est un travail qui est presque abouti. Et un autre travail plus interne, pour le coup, en termes d'outillage, qui consistait notamment à essayer de construire un outil autour du potentiel d'admission directe par établissement, puisque encore une fois, on a pu identifier certaines prises en charge qui, en tout cas au vu vraiment des données médicales et autres, et ça a été un gros travail avec notamment les médecins de la TIH, auraient pu éviter un passage aux urgences, pour le coup. Donc ça, c'est des choses, encore une fois, très complémentaires à ce qu'on travaille par ailleurs. Alors ensuite, après, sur l'équilibre entre
dotation qualité parce que j'ai pas pris suffisamment de patients versus enjeu pour l'établissement d'être aussi valorisé sur d'autres. Je doute qu'il y ait des calculs économiques qui soient faits par les établissements, mais effectivement il y a beaucoup de dispositifs complémentaires et un vrai sujet aussi peut-être de cohérence et de connaissance de tout ce qui est fait par ailleurs. Je ne sais pas si sur ce... Oui. Après, juste vraiment, enfin, c'est peut-être pour... Ah pardon, j'avais pas vu, excusez-moi. Merci. Mais ça veut dire que pour ces variables, il y a des seuils attendus. Enfin, bon, pour l'âge, donc il n'y a pas de proportion. Ce que vous venez de dire, on n'est pas sur une proportion d'âge attendu de passage aux gens, mais sur les délais, comment est interprété le temps de passage sur le... il y a un temps de passage, c'est ça, dans les critères. Et effectivement, on n'est pas sur une cible absolue en termes de temps de passage. Il y a eu ces discussions, 4, 5 heures, mais tout ça n'avait pas trop de sens. Donc effectivement, dans la mécanique, nous, on top toutes ces données-là, pour le coup, pour regarder la situation de l'établissement. Et en fait, il y a tout un algorithme de combinaison possible pour calculer une durée moyenne au niveau national en fonction des patients qui ont 75 ans, qui sont arrivés à telle heure, qui sont arrivés pour telle raison et qui sont sortis de cette façon. Donc là encore, les probabilités c'était encore pire que les intervalles de confiance, c'est très très loin derrière moi, mais effectivement il y a je ne sais combien de combinaisons pour pouvoir calculer une durée moyenne attendue en termes de... Oui. Voilà, et on regarde l'observé sur l'attendu, pour le coup. C'est pour ça que j'évoquais des cibles un peu personnalisées sur ce sujet. Mais effectivement, là encore, on aurait eu beaucoup de mal à avoir une cible commune et autres, même si effectivement, quand on voit certains chiffres, on se doute qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Je ne sais pas si c'est plus clair, du coup. Est-ce que ces échanges suscitent d'autres questions, peut-être avant qu'on passe à la suite? Oui, monsieur Faucheux. Alors, je ne vais pas faire une question, mais une remarque, et volontairement remarque de président de CME, voire de la conférence régionale, voire nationale. Cette démarche est très intéressante sur les histoires de dotation populationnelle. Problématique, c'est qu'on la découvre. Et en fait, on a quand même un sujet qui est là, c'est autant on est d'accord pour toucher une enveloppe financière qu'on reçoit, qu'on ne comprend pas. Et non, mais je parle franchement, on en a déjà discuté ensemble de ces sujets-là. Mais là, on voit bien qu'il y a des leviers d'action qui peuvent être inscrits là-dessus. Ceci d'autant plus qu'on a quand même ce sujet des démarches, en particulier sur la prise en charge des sujets âgés. Donc encore une fois, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin qu'on aille aussi sur des éléments pédagogiques qui accompagnent, tel que vous nous le faites là, parce que je vous en remercie. Alors moi, j'ai tendance à accepter toutes les invitations que je reçois. Mais je note. Donc oui, c'est sûr, c'est un enjeu énorme. On peut faire les plus beaux modèles du monde d'incitation, si à un moment ils sont pas compris, ça va pas fonctionner, ou en tout cas on crée pas l'impulsion qu'on souhaite. Donc au niveau national, il y a des choses qui commencent à être impulsées. Nous, on a aussi beaucoup besoin de s'appuyer sur nos réseaux ARS notamment, fédérations aussi par ailleurs. Mais après, effectivement, l'action de la DGOS est assez vaste en ce moment et c'est assez compliqué. On a tout un pan, et là encore, je fais un peu de teasing sur la fin de l'intervention sur justement l'appropriation, la pédagogie et les relais aussi qu'on peut essayer de développer, pas uniquement d'un point de vue ministériel, mais avec tous les acteurs des territoires qui œuvrent justement sur ces sujets. Oui, j'avais... Peut-être pour continuer un petit peu. Pour terminer, en complément, on a de la documentation disponible sur ce modèle. Il y a un livret pédagogique qui est communiqué aux ARS et aux fédérations. Elles sont disponibles depuis le début de l'année. Et vous avez également en cours là, de travail et bientôt disponible, petit teasing aussi, sur le site de l'ATH, une notice technique qui va détailler aussi les calculs qui sera mis
sous peu à votre disposition, comme ça vous pourrez mieux vous approprier les paramètres du modèle. Qui est effectivement très suivi par sujet qui est très suivi par la FHF. Et je suis désolé de faire un peu l'arbitre, monsieur cherche à poser une question depuis tout à l'heure. Non, simplement parce que sur ce sujet des urgences, c'est un vrai sujet quand même. Je crois que tout le monde est concerné, tous les établissements sont concernés. Alors moi, je ne reviens pas du tout la dimension, éventuellement des critères, des indicateurs de qualité, de financement de demain. Par contre, le constat aujourd'hui, c'est que la majorité des réclamations concernent les urgences. Oui. Le constat aussi, c'est qu'il y a 3 niveaux. Il y a l'amont, il y a l'urgence, donc l'urgence vitale, et ensuite, il y a l'aval. On sait très très bien qu'aujourd'hui, dans les caractéristiques, et si on prend les EHPAD, d'une carence de personnel, du domicile ou de l'institution, bon nombre de gens vont aux urgences, parce qu'on a un constat de carence par rapport à une dimension de prise en compte et de prise en charge de ces patients-là qui n'ont rien à faire aux urgences. La preuve, ils n'y restent pas, ou ils y restent trop longtemps, pour des fois en sortir avec des pertes de vie. Ça me semble important de le prendre en compte. Il y a un gros travail sur là aujourd'hui. On parlait de collectif, d'exercices coordonnés, partagés. C'est aussi sur ces leviers-là qu'on va solutionner les problèmes. Les urgences aujourd'hui, on gère du stock. On ne gère pas du flux. Alors moi, les urgentistes, ils sont très compétents. Ils font leur job, ils font leur travail sur l'urgence vitale. Maintenant, il faut qu'il y ait une fluidité sur la liberté des places et des lits, de façon à donner justement cette dimension qui permet d'avoir quelque chose qui se veut relativement cohérent sur la filière et sur le parcours. Mais si on ne prend pas en compte ces éléments-là, oui, ensuite, je pense que sur la qualité, de la prise en compte, de la prise en charge et de la qualité des urgences, oui, qu'on aille sur la rémunération qui viendra leur ajouter. Mais je pense qu'il faut mener le tout de façon coordonnée et cohérente. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est très problématique. Oui, effectivement. Donc c'est vrai que c'est un dispositif en RUA qui est jeune, qui est complémentaire, qui s'ajoute peut-être à d'autres, puisque chacun a un peu son levier, son objectif. On est tout à fait conscient que la qualité dans les services d'urgence, elle est très dépendante de l'écosystème, et on salue encore une fois, en tout cas dans le travail qu'on a pu conduire avec les urgentistes, l'investissement toujours et le souhait, voilà, de pouvoir mesurer, alerter, progresser dans des conditions qui sont compliquées. Votre remarque sur justement le fait qu'il y ait beaucoup de réclamations au sein des urgences, elle montre aussi que c'est vraiment un peu le thermomètre à plein des égards aussi de difficultés territoriales et structurelles, et sur lesquelles on a énormément de travail à conduire. Là encore, c'est des choses, on l'a évoqué ce matin, la HS l'a évoqué ce matin, on parlait de questionnaires, et on va recréer un questionnaire, mais il nous semble indispensable autour de l'expérience patient, justement, des personnes qui fréquentent les services d'urgence, pour avoir aussi vraiment au niveau national ce thermomètre et cette alerte sur des situations parfois très, très compliquées, avec des pertes de chance évidentes pour les usagers. Peut-être pour conclure, parce qu'après, il nous reste une demi-heure, si on veut essayer de respecter un peu notre timing, c'est sur cette question des urgences, on sait bien que souvent c'est le dernier filet de sécurité qui intervient lorsque tous les autres systèmes ont défailli sur... Je ne parle pas des urgences vitales et de ce qui est le gros cœur de l'activité cible théorique des urgences. Et c'est vrai qu'il faut aussi être méfiant que... Alors, ils représentent 2%, alors ça peut paraître très peu, mais ça n'est pas rien. Que, comme disait monsieur, ou comme disaient d'autres intervenants, que finalement un service d'urgence soit pénalisé dans sa qualité de prestation, alors même qu'il vient pallier les défauts de tout un tas d'autres structures, et qu'il reste malgré tout le seul ouvert pour répondre aux besoins d'une population sur un territoire, parce que en plus de ce que vous citiez, l'aspect des médecins généralistes, l'aspect des EHPAD, il y a aussi l'attitude des patients eux-mêmes et des familles qui est parfois compliquée à faire évoluer dans le recours aux urgences et dans le caractère inadapté ou inapproprié d'un passage aux urgences.
Oui, on avait même envisagé, et encore une fois, ce sera peut-être le cas, je l'espère, d'avoir un indicateur sur la qualité de vie des urgentistes, pour le coup, au sein des services d'urgence. Du coup, pourquoi j'ai dit ça, et du coup, j'ai oublié ce que je voulais. Non, peut-être sur l'impact, encore une fois, financier, il est assez complémentaire, et dans la façon dont on a pu aussi le travailler, il n'est pas, comment dire, il vise aussi à valoriser ceux qui font, pour le coup, et on avait notamment sur un indicateur qui mesure et valorise aussi les établissements qui arrivent à rester 24 heures sur 24 ouverts, en absorbant aussi des flux de patients, parce qu'il y a des fermetures pour plein d'autres raisons, ce qui, encore une fois, c'est le métier d'urgentiste, mais sur la durée, ça crée aussi des difficultés. Et c'est vrai que typiquement sur cet indicateur-là, un service d'urgence qui ferme, il a bien sûr des coûts de fonctionnement, mais moindres qu'un service d'urgence qui doit urgemment, sans mauvais jeu de mots, reconstituer une équipe par ailleurs. Donc l'équilibre est effectivement dur à trouver. C'est aussi un de nos sujets. On met pas mal de pansements pour essayer de compenser et d'y aller progressivement sur ces sujets, mais les alertes sont formulé très, très fréquemment par nos collègues du métier et représentants d'établissements de santé également. Du coup, oui, je vous propose peut-être qu'on continue. Tu veux la prendre ? Au niveau des résultats de dotation de la région Nouvelle-Aquitaine, nous vous présentons donc dans les tableaux qui sont ici 2 points de vue. Le premier, c'est l'écart entre la dotation 2022 et la dotation 2023. Donc on voit que la région Nouvelle-Aquitaine a touché en 2023 721 000 euros, qui est en hausse par rapport à 2022. Et dans le tableau de droite, c'est par rapport au gain théorique des établissements de la région. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, on calcule un gain théorique par établissement. Et puis après, en fonction des résultats, et puis aussi ce que vous expliquez, Edith, en fonction de la redistribution du reliquat pour les établissements qui n'ont pas atteint la cible, on redistribue l'enveloppe sur les autres établissements. Et bien, nous obtenons donc les données qui sont ici. Et donc, on constate que la région Nouvelle-Aquitaine a touché 840 000 euros de plus que son gain théorique. Donc c'est une région qui est globalement à des établissements gagnants dans le modèle. Là, nous vous avons présenté donc toujours ces résultats de dotation, mais sous la forme de graphique, pour que vous puissiez également voir la répartition par catégorie. Donc toujours à gauche, le GTE, le gain théorique des établissements. Donc, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que 69% du gain théorique est réparti sur les CH de la région. Et puis, dans le graphique à droite, on voit la dotation réellement touchée. Donc, on constate que l'ensemble de la dotation complémentaire à la qualité de la région, pour 75%, est distribué sur les CH. Donc, les CH sont gagnants dans le modèle. Ils récupèrent plus que leur gain théorique. À l'inverse, nous avons les CHU qui perdent un petit peu, leur gain théorique étant à 20%, et ils récupèrent 16% en dotation. Là encore, c'est des résultats qui sont plus ou moins conformes aux résultats nationaux. C'est peut-être plus marqué sur les CH de votre région, en tout cas le fait qu'il y ait plutôt un gain au global sur ces établissements. Et effectivement, sur les établissements privés, même tendance nationale, on voit peut-être par rapport à typiquement au modèle IFAC qu'on a peut-être un effet un petit peu redistributif du modèle sur ces sujets. Mais là encore, il y a pas mal de travaux d'analyse qu'il faut qu'on puisse partager avec aussi un petit peu les régions. Enfin, il y a déjà pas mal de restitutions qui sont disponibles. Merci sur ces sujets, pour avoir peut-être aussi au niveau régional un peu une vue globale et des leviers, le cas échéant, identifiés. Mais on a bien noté celui de la communication aussi. Il faut qu'on soit au rendez-vous de notre côté.
Sur les perspectives 2024 pour le modèle de la DCQ, donc comme pour IFAC, nous souhaitons stabiliser le modèle pour que les établissements puissent se l'approprier, parce qu'effectivement, comme le disait Edith, c'est un modèle qui est encore jeune, donc nous souhaitons vraiment que les établissements puissent pour le moment le comprendre avant de pouvoir le faire évoluer. Et nous, de notre côté, nous travaillons sur plusieurs pistes d'indicateurs qui seront introduits petit à petit une fois que nous les auront consolidés. Donc on a plusieurs pistes, un indicateur de pédiatrie très certainement sur les durées de passage, mais on est encore en pleine exploration, donc pour le moment on ne peut pas vous en dire plus. On travaille également, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un indicateur sur les SMUR, et puis comme vous l'a dit Edith, nous avons également demandé à la HAS de travailler sur la satisfaction des patients au niveau des structures d'urgence pour peut-être à terme pouvoir l'inclure dans le modèle de la DCQ. Et donc effectivement, il faut qu'on reste tout de même vigilant à la lisibilité du modèle. Là encore une fois, on était parti sur quelque chose d'assez simple. On voit que dès lors qu'on essaye de sophistiquer un petit peu plus les indicateurs, et ben on retombe aussi peut-être sur des pansements et de choses. Donc effectivement, sujet à avoir bien en tête dans nos réflexions, qui ne s'arrêtent pas, pour le coup, sur les modèles de financement à la qualité. Je vais être pas trop longue sur le sujet. L'idée, c'est vraiment aussi de profiter de cette journée pour avoir aussi un peu vos ressentis sur à la fois tout ce qui a été dit sur la valorisation de la qualité dans un modèle de financement, et quelles pourraient être aussi un petit peu vos attentes sur le sujet. Donc, je l'ai un peu dit au cours de mon intervention. C'est déjà des modèles qui ont beaucoup évolué entre leur introduction expérimentale et puis maintenant ces modèles. Donc on l'a dit tout à l'heure, on est tout à fait conscient d'un certain nombre de limites sur ces modèles, et notamment le modèle IFAC complexe, difficilement lisible pour les établissements. Un sujet aussi important en termes peut-être de pilotage clairement de la qualité, qui est qu'on n'est pas à même de pouvoir anticiper l'impact financier des efforts fournis. Donc c'est sûr qu'en termes d'incitatifs, c'est compliqué. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a vraiment un sujet peut-être de temporalité d'indicateurs mobilisés, et aussi, puisqu'on l'a dit, c'est un modèle de comparaison aux autres établissements. Si je progresse, mais si j'ai de bons résultats, mais si les copains ont fait encore mieux, finalement ça ne se traduit pas par une rémunération supplémentaire. Ce qui a été aussi beaucoup dit, et là on l'a aussi un petit peu entendu aujourd'hui, c'est des indicateurs qui sont peut-être trop macro pour le coup, pour être réellement mobilisateurs au sein des équipes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a souhaité avoir un appui externe sur le sujet, donc Mission IGAS, qui donc a été conduite sur la fin de l'année, la fin de l'année dernière et début de 2024. Travail très riche, beaucoup d'entretiens avec des parties prenantes qui pouvaient avoir un point de vue complémentaire en tout cas, et on a vraiment une vue exhaustive des retours qu'on peut avoir sur ces modèles, une revue de la littérature et des modèles étrangers aussi, là où typiquement sur ce point où on avait, je l'avais dit au tout début, cherché peut-être à s'inspirer des modèles étrangers, on s'aperçoit aujourd'hui que beaucoup de pays y reviennent pour le coup. Ils reviennent, ou en tout cas le font un petit peu différemment, notamment sur la valorisation de l'atteinte d'objectifs, mais avec peut-être d'autres pistes à explorer. Et enfin, nos collègues de l'IGAS ont également mobilisé le point de vue des établissements de santé, avec un questionnaire qui a pu être adressé sur la fin de l'année dernière, et qui visait justement à essayer encore un questionnaire, décidément. À mesurer votre perception Pardon, je suis désolée.
des modèles de financement, à la fois dans leur compréhension, dans la façon dont ils pouvaient être un réel levier d'amélioration des pratiques, dans quelle mesure également il était peut-être partagé en interne établissement, et effectivement quels indicateurs, le cas échéant, pour être envisagés. Alors, j'ai pas tout mis, mais peut-être je partage quelques perceptions. Il y en avait, encore une fois, le rapport est très très riche et le questionnaire était. On a essayé de le faire le plus court possible, mais on avait vraiment envie d'avoir ce retour-là. Donc, ce qu'on constate, c'est que on a seulement un tiers des établissements qui aujourd'hui considèrent que le dispositif IFAC a un impact positif sur la qualité et la sécurité des soins, et avec néanmoins un petit paradoxe qui est que globalement leur existence, donc de ces modèles de financement à la qualité, paraît nécessaire par les gouvernances de l'établissement. On a, autre information, 2 tiers des établissements qui considèrent que qu'IFAC ne reflète pas correctement la mobilisation sur la qualité et la sécurité des soins, parce que peu lisible et parce que, je l'ai dit tout à l'heure, les indicateurs ne sont peut-être pas les bons. Alors il y a 2 choses, il y a à la fois peut-être les indicateurs mobilisés et le fait que on est sur on a eu l'échange sur le recueil sur des mesures en N-1 pour le coup, là où on perd sa rémunération 2 ans après. Enfin, pour 43 des établissements interrogés, IFAC ne facilite pas forcément la mobilisation des équipes au cours des questions de qualité et de sécurité des soins. Plusieurs motifs. C'est vrai qu'on a peut-être dans la construction du modèle des difficultés à réellement, d'une part, attribuer par service ce qui relève plutôt de l'action des services, donc peut-être difficile aussi de partager des résultats, et encore une fois, voilà, ça répond aussi aux perceptions précédentes sur peut-être la complexité du modèle. Alors, du coup, je conclue juste sur les urgences. Pour 75% des établissements, l'introduction d'une dotation sur la qualité de la prise en charge et l'organisation des soins a vraiment du sens. Pour autant, il y en a très peu qui la connaissent. Voilà, c'est encore une fois, petit axe d'amélioration nous concernant. Alors peut-être sur la suite, la copie IGAS a été remise et partagée de façon assez récente, néanmoins il y a un certain nombre de recommandations assez fortes qui ont été proposées d'une part, et c'était vraiment un souhait de la direction générale de pouvoir au travers de ce travail-là creuser un petit peu plus les sujets de gouvernance nationale des enjeux de la qualité et de challenger un petit peu plus que pour être les conditions d'une construction d'une feuille de route peut-être un peu plus partagée. Donc c'est ce qu'on vous a mis en tout cas sur la structuration de la politique qualité. En fait, globalement, le constat, il est fait qu'il y a beaucoup d'initiatives par les institutions, les ARS, mais qu'on a du mal à avoir un cap un peu global sur ces sujets-là. Donc on l'a dit, on en prend bonne note. Une animation aussi autour de la politique qualité qui serait à renforcer, avec peut-être aussi un prisme intéressant qui est ne serait-ce que valoriser la mesure de la qualité. Et c'était assez présent dans les interventions du matin, pour le coup, de pouvoir essayer, alors soit avec des outils existants, soit en les construisant, d'avoir effectivement cette démarche-là et de pouvoir la soutenir également financièrement. Et pourquoi on mesure aussi la qualité. Et ça, c'est vraiment décrit comme un outil puissant d'évolution des pratiques, c'est de pouvoir encourager la culture de la comparaison, là encore une fois dans une perspective réellement d'amélioration et de retour d'expérience. Alors, s'agissant du financement à la qualité, la recours principale, qui vraiment irrigue toute la démarche, c'est la simplification du modèle, et c'est simplification du modèle et enjeu de créer
un dispositif qui parle davantage aux soignants. Donc peut-être de façon un petit peu rapide, hein, ce qui est recommandé à ce stade, c'est de sortir déjà d'une logique un peu de score qualité composite qui du coup n'est pas toujours très bien compris, et peut-être comme on l'a fait sur les urgences, d'avoir vraiment un montant défini par indicateur qui permet, là encore, c'est un petit peu théorique, mais de pouvoir davantage se projeter même sur les enjeux financiers du modèle. Sur la structuration des indicateurs, là encore, hein, le rapport encourage à davantage être sur des indicateurs à la maille des services et le cas échéant, bien sûr, automatisables pour faciliter en tout cas le recueil, quitte à ce qu'il soit un peu plus frustre pour le coup, mais en tout cas plus opérationnel et disponible rapidement, et du coup de pouvoir notamment les mobiliser dans un modèle de financement qui serait qui conserverait une part d'indicateurs transversaux tels qu'on les connaît, mais qui serait aussi basé sur des indicateurs davantage par spécialité, voire des indicateurs qui pourraient tourner, alors pas tous les ans, sinon encore une fois on n'améliore rien, mais sur des cycles qui permettent, peut-être sur des priorités de moyen terme, d'essayer d'enclencher des choses autour de la qualité. Enfin, et ça encore, on a regardé cet élément avec attention, la mission IGAS, elle préconise aussi de valoriser dès à présent, et ça c'est des choses qui sont effectivement intéressantes et qu'on avait peut-être moins vu dans d'autres contributions, des indicateurs de qualité de vie au travail, pour le coup, et des processus collectifs. Typiquement, et ça a été beaucoup dit ce matin, et on l'entend beaucoup aussi, hein, un facteur de qualité, c'est le travail en équipe sur plusieurs thématiques, hein, soit effectivement les réunions pluripro, voire tout ce qui relève de l'accréditation des équipes. En tout cas, voilà, constat, et c'est assez fortement recommandé. Et également, alors, encore une fois, on fait une boucle aujourd'hui, nous invite également à renforcer aussi, bien sûr, les modalités d'évaluation de l'expérience patient, avec, encore une fois, peut-être une logique qui est de dire, on ne va pas être tout de suite sur du résultat, clairement. Par contre, il faudrait encourager déjà ceux qui le font, clairement, et les accompagner sur ces sujets. Donc voilà un petit peu Pardon, je suis désolée. Le fait de rester debout toute la journée, ça m'a un petit peu fatiguée. Sur la suite des travaux, donc on l'a dit, hein, récemment restitué, toujours en cours d'examen, puisque je vous ai passé aussi toutes les questions techniques, notamment SI, qui sont posées par les recommandations. Je l'ai dit, hein, enjeu lisibilité, pour le coup, mise en cohérence aussi avec les autres réformes de financement, qu'on ne fasse pas des choses peut-être contradictoires ou pas cohérentes, et forcément, et on l'a commencé hier, des travaux et réflexions qui seront largement partagés avec les fédérations hospitalières notamment et les partenaires de ces sujets-là. Donc je vais m'arrêter là pour en tout cas la présentation et bien sûr laisser place aux questions et remarques. Monsieur, oui, allez. Je vais économiser des pas à madame, je vais le temps de mon micro. Voilà. Bon, je vais commencer. Alors, moi, je pense qu'il y a un élément dans les établissements qui est compliqué, c'est valoriser le temps passé à se réunir, à faire de la qualité. Et en tant que président de CME, je vois bien la difficulté pour les médecins et pour les non-médecins d'ailleurs de se réunir et de pouvoir justement avancer sur des projets d'amélioration de la qualité. Mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire parfois dans des équipes, c'est sur une réunion de service, se caler 10-15 minutes sur un sujet flash qui peut faire avancer, mais bon, c'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est un début. Mais en tout cas, il y a un vrai travail, je pense, avec les directions, y compris peut-être financier. On voit bien que faire venir une infirmière ou une aide-soignante en dehors de ses heures de travail sur une commission ou sur une réunion, c'est du temps, c'est potentiellement de l'argent. Et donc, il faut pouvoir valoriser c'est tous les soignants à tous les niveaux qui veulent aller dans les démarches qualité.
Vous avez raison, et en tout cas on entend beaucoup, alors encore une fois en termes de faisabilité ça peut être difficile, tous les enjeux peut-être autour d'intérêts collectifs, notamment au sein des équipes hospitalières. En tout cas ce qu'on entend beaucoup, c'est que de la même façon, dès lors qu'on arrive peut-être à susciter la valorisation collective de la démarche, un appel à projet même simple, mais en tout cas qui permettent de dire vous avez pris du temps, ça s'est bien passé, c'est inspirant, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Après, sur le volet financier, de mémoire, il y avait aussi eu, en tout cas à la fois dans un souhait de simplification, notamment de l'organisation hospitalière et de ne pas faire des trucs trop rigides où quart d'heure par quart d'heure presque on aurait vos heures du jour de CME, mais d'être aussi sur justement des intérêts collectifs sur la base des projets de service. Donc il y a plein de choses effectivement à travailler. On ne doute pas en tout cas du temps qui est pris au sein des établissements, pas au détriment, mais en tout cas à la place peut-être d'autres sujets, là où on connaît l'activité très, très, très forte des établissements. On a une autre demande de prise de parole, un peu plus au milieu de la salle. Oui, j'insiste sur cet aspect temps et moyens consacrés à cette démarche qualité qui est de plus en plus chronophage. On a une dotation IFAC, incitation financière à l'amélioration de la qualité, qui est issue de ce travail-là. Pourquoi on ne prévoit pas qu'une partie de cette dotation soit obligatoirement affectée à des moyens dédiés à la qualité, c'est-à-dire du temps médical, du temps cadre, dédié à la qualité, issu obligatoirement de cette dotation IFAC. Cette dotation IFAC, elle vient finalement combler le déficit de l'hôpital, mais elle n'est pas réinjectée dans les moyens dont on a besoin pour mener à bien ces démarches qualité de plus en plus exigeantes. Voilà. Et c'est dommage parce qu'elle devrait servir à ça. Et il n'y a pas de contrainte du tout des directions là-dessus. Voilà. Oui, effectivement, je l'évoquais un petit peu ce matin, en termes peut-être de levier. Sur ces sujets-là, entre la contrainte, l'obligation, la confiance face aux acteurs, on a parfois du mal à trouver un équilibre. Moi, peut-être que certains étaient là, enfin j'en reconnais quelques-uns. J'étais intervenue il y a 1 an et demi, également dans le cadre d'une journée CK où j'avais aussi abordé les sujets financement à la qualité pour le coup, et il y avait eu une table ronde sur ces sujets, précisément sur comment s'organise la politique qualité des établissements. Est-ce qu'on aborde IFAC ou pas? Et on avait eu plusieurs retours d'expérience assez différents pour le coup. Et surtout sur ces sujets-là et globalement en termes d'organisation hospitalière, il y a certainement un risque aussi à contraindre les établissements tant les configurations sont différentes et les pratiques aussi. Alors encore une fois, ça n'empêche pas, et c'est des choses qui sont dites aussi, sur la visibilité, la transparence. Après, c'est vrai que on a sur ces sujets, hormis bien sûr quand on est sur des enjeux de sécurité des soins ou autres, être trop prescriptif et contraignant pour prendre en compte aussi la réalité des organisations de l'hôpital. Oui, monsieur. Non, simplement une question par rapport à l'évolution. On prête à l'intelligence artificielle une capacité de pouvoir traiter demain de façon très compétente, très sécurisée, tout ce qui encombre aujourd'hui les professionnels de santé, sur l'administratif, les comptes rendus de réunion, j'en passe, et des meilleurs. Les infirmières passent 20% de leur temps sur des tâches qui n'ont pas auprès du patient. Est-ce que c'est une possibilité, vu que ce temps ne sera pas plus consacré, que l'IA sera tout aussi compétente, voire plus rapide, de redonner ce temps à ce que vous souhaitez tous, c'est-à-dire cette capacité de mieux travailler, davantage travailler ensemble? Bien sûr, il y a un désespoir très très fort sur ces sujets-là. J'évoquais le sujet donné qu'on est en train d'essayer de un petit peu démêler sur ce qui pourrait être construit. Évidemment, s'il y avait des avancées en termes d'intelligence artificielle qui conserveraient les enjeux d'éthique et que ce soit aussi des évolutions numériques qu'on ne subisse pas, mais qui nous appuient, qui appuient l'humain pour le coup, ça ce serait forcément extrêmement intéressant. Et
dans les chantiers qu'on est en train de construire, il y a notamment sur la politique qualité-sécurité, il y a un axe très très fort autour de ces évolutions qui seraient bienvenues pour beaucoup voilà. Écoutez, il me reste à vous remercier toutes les deux pour à la fois la présentation et les échanges qui ont pu nourrir cet après-midi. Merci encore, mesdames, à vous deux. Merci beaucoup.